quand les surdoués vont consulter un psy, ils sont au carrefour, au croisement de deux choses qu'il faut savoir tenir ensemble, et c'est assez complexe. Il y a d'un côté leur histoire personnelle, parce que bien sûr, les souffrances d'un individu, qu'il soit surdoué ou qu'il ne le soit pas, renvoient toujours à l'ensemble de ce qu'il détermine. On ne résoudra jamais rien en se contentant de dire « Ah bah, il souffre parce qu'il est X ». Hystérique, névrosé, TDAH, surdoué, quelle que soit l'étiquette qu'on met, aussi pertinente soit-elle, ça résoudra jamais à elle seule les raisons des souffrances de la personne, ça n'offrira jamais de solution complètement satisfaisante. Évidemment, il est là avec toute son histoire, qui dépasse très largement sa condition de surdoué. Mais, dans notre conception de la douance, le point crucial, c'est que les surdoués, c'est comme s'ils avaient quasiment la fonction, ou en tout cas, c'est comme si, dans leur manière d'être, au fond, leur souffrance surexposait leurs symptômes à eux, individus singuliers, surexposait finalement toutes les pathologies ou toutes les bizarreries d'une société dans son ensemble. J'en parlais autour de l'ennui. Le surdoué, c'est pas qu'il s'ennuie plus que les autres. Quasiment tous les élèves s'ennuient en classe. Lui ne le supporte pas. C'est-à-dire qu'il vient là très exactement mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas dans l'institution. C'est une aberration. Sachant que les maths, la littérature, l'histoire, la géographie, la biologie, tout ça, c'est une gourmandise extraordinaire. C'est passionnant, potentiellement. Parler avec un mathématicien, l'adjectif qui revient le plus souvent dans sa bouche pour décrire une démonstration, c'est beau. Un mathématicien, il adore ça. Et d'ailleurs, ça devrait être le cas de quasiment tout le monde. Ce qui est amusant, c'est que si on fait un sondage dans la rue et qu'on demande aux gens qu'est-ce que vous pensez des maths, est-ce que les maths c'est jouissif, c'est génial, c'est gourmand, ou est-ce que les maths c'est utile, mais chiant. Vous allez voir, 95% des gens qui vont vous répondre la deuxième réponse. Bon, les maths, il en faut quoi. Il en faut, c'est utile partout. Bon, c'est pas passionnant les maths. Et en même temps, il y a quelques années, quand c'était la mode des sudoku, on ne pouvait pas rentrer dans un métro sans qu'il y ait une personne sur deux quasiment en train de remplir sa grille de sudoku. Or, le plaisir qu'il y a à remplir une grille de sudoku, c'est le plaisir de n'importe quel mathématicien. C'est ça les maths, c'est les casse-têtes. C'est trouver des astuces, des solutions nouvelles pour résoudre un problème, c'est sentir la jouissance de son esprit qui affronte le labyrinthe et qui parfois y arrive, parfois n'y arrive pas. Donc, tout ça est potentiellement passionnant. C'est une aberration que ce soit aussi mortifère le quotidien d'une salle de classe. Une aberration totale. Les surdoués, quand ils ne le supportent pas, ce qu'ils viennent pointer dans leur souffrance singulière, qui a à voir bien sûr avec leur histoire d'individu, mais ce qu'ils viennent pointer, c'est aussi le dysfonctionnement de l'ensemble. Et on peut décliner ça sur l'ensemble des souffrances des surdoués, l'ensemble des problèmes qu'ils viennent soulever quand ils viennent dans le cabinet. C'est bien pour ça que la réponse ne peut pas être ni simplement générale, où on va discuter des dysfonctionnements d'un monde et dire ah bah oui, en effet, oui, c'est vraiment difficile de vivre dans ce monde. Bon. Ni seulement singulière, où ça a forcément à voir, alors suivant les approches, si c'est une approche psychanalytique, ah oui, c'est forcément à voir avec papa, maman, le complexe d'Oedipe, ou je ne sais quelle version très simpliste et malheureusement très courante de la psychanalyse, ou tout aussi bien, ah oui, c'est parce que vous avez trop de tel processus hormonal, ou etc., ou suivant les approches, voilà, il y a toujours finalement une grille assez simpliste à laquelle on se raccroche, pour donner un semblant d'explication et trouver un protocole ad hoc qui souvent ne fonctionne pas. C'est évident que la seule manière de pouvoir se donner une chance de travailler ça, c'est d'arriver à articuler ces différentes composantes, d'arriver à tout entendre, tout tenir. C'est extrêmement difficile, mais c'est la raison pour laquelle on a écrit ce livre. Parce qu'encore une fois, il n'est pas du tout question de soins. Ces souffrances-là, elles ne sont pas les symptômes d'une pathologie propre à l'individu.
Il faut y entendre quelque chose de très complexe, et quelque chose qui débouche, doit ouvrir, sur le fait pour le surdoué d'inventer sa place, de l'inventer dans une dialectique avec le monde, une dialectique de confrontation souvent, qui n'est pas une dialectique d'adaptation. Il ne s'agit pas de s'adapter et d'être enfin l'individu que le monde voulait qu'on soit, pas du tout. Au contraire, c'est sûrement, la perspective, c'est sûrement d'apprendre à déployer son imagination, à déployer cette inventivité, à déployer cette envie d'infini, cette envie de sens, ce besoin, parce que c'est beaucoup plus qu'une envie, ce besoin urgent de sens, de s'autoriser à le déployer dans l'ensemble de la vie quotidienne, et peut-être au-delà. C'est bien de ça qu'il est question. Et au fond, il est question pour chacun de travailler à ce qui l'a inhibé, d'essayer d'appréhender ce qui l'empêche de s'y autoriser. Et la finalité, c'est pas du tout une guérison. La finalité, c'est une aventure, c'est du rêve. C'est aussi pour ça d'ailleurs que ce bouquin est un objet un peu bizarroïde, parce que il y a un aspect théorique, mais un aspect théorique parce que c'est gourmand la théorie, parce qu'essayer de comprendre c'est passionnant, et c'est pas passionnant simplement dans le cercle restreint d'un milieu universitaire. On a voulu aussi proposer aux surdoués d'essayer de s'emparer de ces questions, quitte à ce qu'ils découvrent d'ailleurs qu'ils sont pas d'accord avec nous, et qu'un certain nombre de nos hypothèses sont peut-être fausses, qu'il y a peut-être des failles logiques, tant mieux, enfin, ça voudra dire qu'il y a encore beaucoup à explorer, et de toute façon, il y a encore beaucoup à explorer. Mais c'est pas seulement un bouquin théorique, c'est aussi pour nous une aventure, un cri, le cri de personnes qui ont vécu dans leur chair cette souffrance, cet écart, cette suffocation qu'il y a la plupart du temps. Je me souviens très bien, élève, de m'être dit, même pas seulement élève, c'est justement si ça n'était qu'à l'école, je me souviens très bien de m'être dit à 15-16 ans, en regardant les adultes, mais qu'est-ce que c'est que cette vie qu'on me présente comme étant la norme? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment on peut se contenter de ça? Et se contenter, il ne s'agit pas de dédain, là, c'était ce que je me prenais en pleine figure, c'était la conscience du temps qui passe, la conscience de devoir mourir un jour, de devoir vieillir, de devoir supporter les souffrances quasi infinies de l'existence, et l'incapacité de me dire que pour affronter ces souffrances, il me suffirait de m'inscrire dans une espèce de récit collectif qui garantit que si on a un salaire confortable, un métier avec des responsabilités, les vacances qu'on est censé avoir, et qu'on a une vie de famille, somme toute, voilà, ni plus ni moins merdique que la plupart des vies de famille, voilà, ça suffit. Dans ce vertige de mes 16 ans, qui est tout aussi bien le même vertige que je ressens aujourd'hui, si je me replace dans ce contexte, et finalement, ce qui a changé, c'est simplement que j'ai œuvré à trouver des réponses, mais le vertige, il est toujours là, tout aussi brûlant. C'est ce vertige que j'entends et que je reconnais dans la parole de ceux qui viennent me voir. Il n'est pas du tout question pour nous de répondre en le pathologisant. Au contraire, il y a là quelque chose de fondamental, même, d'intensément humain. Il y a le souffle même de l'humanité. On est une espèce qui a inventé des choses magnifiques, et qui n'a réussi à inventer ces choses magnifiques. Je ne parle pas simplement des cathédrales qu'on a édifiées, je parle tout aussi bien des moments magnifiques qui se sont vécus de manière tout à fait anonyme dans telle ou telle relation entre une mère et son fils, entre deux amis, voilà, de ces moments sublimes de l'existence, qui sont parfois dans le rapport entre un jardinier et les fleurs qu'il fait pousser, et personne ne le saura jamais, la postérité ne le saura pas, mais il y a là un déploiement extraordinaire. Donc c'est évidemment que notre perspective, c'est celle-là, c'est d'aider, dans la mesure du possible, ceux qui sont, pour reprendre une expression un peu bateau, assoiffés d'azur, enfin ceux dont Aristote disait, il y a les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Bon, voilà, ceux qui ont besoin d'aller sur la mer, leur rappeler que ce cri, ce besoin, qui peut être tout aussi bien l'instrument des pires souffrances, c'est pas d'abord pathologique, au contraire, qu'il y a là quelque chose d'essentiel de leur humanité qui se dit et qui a besoin de se déployer.